Et pour cette édition, nous retrouvons Régis Le Sommier. On va continuer à parler de Roumanie. Pierre-Alexandre Bouclé va nous rejoindre aussi. Nous retrouvons Richard Destaise. Bonjour Richard. Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs. Et Maëlys, que vous avez déjà entendu. Et on va commencer avec vous, Maëlys, avant de continuer à parler de ce sujet roumain. Quelques mots sur votre week-end. Eh bien oui, Liselotte, je me suis rendue donc à Milan ce week-end pour le sommet de la remigration qui était organisé par Martin Sellner, donc un activiste identitaire, donc à l'occasion du sommet de la remigration pour promouvoir finalement la solution de la remigration contre évidemment toute l'immigration de masse évidemment. Et il y avait donc plusieurs personnalités qui se sont rendues à l'occasion de ce sommet à Milan. Donc il y avait par exemple des cadres institutionnels. Il y avait une députée de l'AfD, il y avait également Hilaire Bouillet, donc le président de Génération Zemmour que nous recevons souvent à notre antenne, également Jean-Yves Le Gallou et plein d'autres personnalités politiques. Il y avait vraiment un mélange entre les cadres institutionnels et les activistes, ce que je trouve qui était quand même assez honorable, puisque ça montre bien que finalement ces deux côtés peuvent travailler ensemble et peuvent également donc mettre des sujets qui étaient quand même assez autrefois tabous et qui le sont encore aujourd'hui un petit peu sur le devant de la scène. Bon, évidemment, cette conférence n'a pas fait l'unanimité, comme vous pouvez vous en douter. Plusieurs mouvances antifascistes venues des quatre coins de l'Europe ont tenté, entre guillemets, de saboter la conférence, donc en mettant des pressions au lieu de réception initiale à la base, puis également aux organisateurs, qui étaient évidemment totalement stressés. Donc encore une fois, on voit bien que... Ils étaient stressés parce que vous nous avez expliqué, Maëlys, qu'il y avait 1000 antifas en fait. Oui, il y avait casqués, bottés, armés, et donc c'était pas juste trois types avec des cheveux bleus en train de beugler, quoi. Clairement, il y avait vraiment des antifas qui ressemblaient limite à des CRS, on les voyait plus, c'était vraiment les Black Blocs en plein jour. Vous arriviez avec votre verre de spritz à la main, vos talons, et vous vous êtes dit mais qu'est-ce que je fais là ? Mais exactement, je me suis dit... Je viens renseigner sur la immigration. Oui, voilà, il y a quand même une certaine dichotomie entre moi et ces antifas qui étaient vraiment venus dans une idée de vraiment se foutre sur la gueule entre guillemets avec ces militants, si vous me permettez l'expression. Donc tant que c'est français, allons-y. Voilà, exactement. Donc c'était assez stupéfiant à regarder et assez accablant aussi, mais bon, après on a eu quand même la police italienne qui nous a bien protégés, mais c'est-à-dire que lorsque les conférences se sont achevées, il a fallu partir extrêmement rapidement puisque les antifas étaient tellement hostiles que la police ne voulait pas prendre de risques pour nous, pour les militants qui étaient également sur place, pour les journalistes comme moi et pour également les porte-paroles, si je puis dire. Donc voilà, c'était un ensemble de choses qui prouvent bien que, encore une fois, les idées comme celle de la remigration sont encore une fois très largement contestées, et les événements entre guillemets du camp national sont également toujours mais ça s'impose. Toujours diabolisé. C'est vrai qu'il y a quelques années, on ne pouvait même pas employer ce terme. Aujourd'hui, il y a carrément des sommets de la rémigration. C'est ça. C'est quand même une thématique qui s'impose. Exactement. La remigration le terme de la remigration prend un petit peu le même chemin finalement que le grand remplacement, si vous voulez, puisque le grand remplacement, il y a encore 10 ans, c'était un terme qui était vraiment diabolisé. On était la réincarnation d'Hitler si on l'évoquait, alors qu'aujourd'hui, évidemment, certains le contestent encore. Pour autant, c'est un terme qui quand même a fait sa place sur les médias traditionnels, dans le discours public, si je puis dire. Maintenant que Bayrou parle de submersion migratoire et qu'Édouard Philippe a l'air d'expliquer qu'il y a un problème d'immigration, effectivement, c'est... Exactement. Le grand remplacement est démocratisé. Bon, écoutez, merci Maëlys en tout cas d'avoir été sur place ce week-end et d'avoir suivi ce sommet. Et puis on retrouvera peut-être prochainement, dans les jours qui viennent, pourquoi pas l'une des personnalités qu'on reçoit souvent aussi à notre antenne, pourquoi pas Jean-Yves Le Gallou qui y était aussi, et comme d'autres de nos chroniqueurs d'ailleurs.
On continue donc avec la Roumanie. Régis Le Sommier, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Liselotte. On en a déjà beaucoup parlé ce matin, mais ça intéresse énormément les auditeurs qui sont assez sidérés de ce qui s'est passé en Roumanie. Pierre-Alexandre Bouclé est à nouveau avec nous, il nous en parlait ce matin, il nous le disait. Georges Simeone se voyait déjà vainqueur, Alexandre de Galzin était sur place, il nous en a parlé de cette euphorie qui a précédé ensuite la déception, en même temps avec un Georges Simeone qui accepte de façon assez sobre finalement sa défaite. C'est un coup de tonnerre politique en Roumanie, ou est-ce que vous le sentiez venir ? Disons que après ce qui s'est passé au mois de décembre dernier, la décision le 6 décembre dernier de la Cour constitutionnelle d'arrêter une élection entre le premier et le deuxième tour, ce qui était du jamais vu dans l'espace européen et même dans l'histoire électorale tout court, qu'on interrompe une élection présidentielle. Simeone, moi que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, y compris à Bucarest, me disait qu'il s'attendait à tout. Il s'attendait même à être arrêté. Parfois il avait mis cette expression. Il disait je serais mieux à l'extérieur de la Roumanie. D'ailleurs, il est venu vendredi dernier à Paris. Il dit je suis plus en sécurité à l'extérieur de la Roumanie qu'à l'intérieur de la Roumanie. Donc, si vous voulez, le problème de la Roumanie, c'est que vous avez toujours un appareil d'État qui est très proche de ce qu'était à l'époque de Ceausescu la Securitate et que vous retrouvez à tous les niveaux du système. Sauf que aujourd'hui, ce système-là, il est mis au service de l'Union européenne, il est mis au service d'autres puissances. Et quand on va en Roumanie, en fait, on n'est pas surpris de ces manipulations, ça existe. Et donc là, par contre, ce qu'espérait Georges Simeone, c'est que ayant dépassé les 40%, vous vous souvenez, pour le premier tour, il y a 3 semaines, il était d'abord crédité de 30%, ensuite 35%, et finalement, il a fini à 41%. Là, on se disait, c'est pas possible de combler. Et quand on regarde aujourd'hui, on se dit quand même, il y a un truc, parce que Nikushor Dan, le vainqueur, a fait à peine dépasser les 20% au premier tour, et là il se retrouve à 54%. Je sais pas, dans l'histoire électorale, une remontada pareille, je crois que c'est du jamais vu non plus. Donc quand je vois Clément Beaune et quelques membres du gouvernement se féliciter de l'expression de la démocratie, qui fait échec aux ingérences russes, se dit attendez, faut regarder les choses en face. Là il y a un problème de crédibilité qui est en train de s'installer, une telle marge, un tel rattrapage est quand même très bizarre, quoi. Voilà, je veux dire, c'est de ce point de vue-là, c'est du jamais vu dans l'histoire électorale non plus. Il y a quelque chose qui est stupéfiant, c'est qu'il continue à parler d'ingérence russe, alors que on vient d'apprendre que les prétendues ingérences russes qui avaient permis de justifier l'annulation du premier tour, en fait, n'existaient pas. Non, elles n'existaient pas, mais on le sait depuis un petit moment. Et ce qui est très intéressant, c'est... visiblement, Macron n'est pas au courant. Non, mais les propos de Georges Simeone, parce que moi, je suis un petit peu allé plus loin que quand Georges Simeone me dit oui, le gouvernement d'Emmanuel Macron a interféré dans nos élections pour l'invalidation. Particulièrement, il donnait la date du 5 mars dernier avec la rencontre entre l'ambassadeur de France à Bucarest, Richard Varneri, et Radio Portocala, on avait parlé le premier à cette antenne avant même que ce ne soit confirmé. Voilà, et en fait, donc Georges Simeone en parlant, moi j'ai fait la démarche, j'ai appelé l'ambassade de France en Roumanie pour dire qu'est-ce que vous avez à dire. Seulement l'ambassadeur pourra vous répondre, et seulement dans le cadre d'un email. Alors j'ai fait l'email, j'ai posé les questions, et j'ai eu une réponse, en effet, et une réponse, mais qui est quasiment en fait, une manière de botter en touche, parce que moi, je demandais précisément qu'est-ce qui s'était dit dans cette rencontre du 5 mars. Précisons à nos auditeurs que le 5 mars, c'est 3 jours avant l'annulation de la candidature de Călin Georgescu. Parce qu'en fait, Georges Simeone, c'est un peu un substitut dans cette élection. Il n'a pas fait ce score en novembre dernier. Hein. Il était, je crois, autour de 10%. Donc là, c'est Călin Georgescu, la vraie star de cette élection. Et donc, l'invalidation de cette élection se fait 3 jours après cette rencontre. Et donc là, moi, on me répond en bottant en touche que la France
veillera à ce que comment les élections se déroulent dans la plus parfaite transparence. Bref, un communiqué quasi soviétique en fait. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est cette espèce d'inversion des valeurs auxquelles on est en train d'assister. C'est qu'au nom du bien, eh bien, on semble finalement s'asseoir sur tout principe, et à partir du moment où on gagne, où le camp dit du bien gagne l'élection, eh bien tout va bien. Là, il n'y a pas d'ingérence. Quand il perd, évidemment, c'est l'ingérence russe. Il n'y a pas d'ingérence alors que la France explique que c'est elle qui va veiller à ce que les Roumains votent bien. Je trouve absolument fabuleux qu'on continue à parler d'ingérence ou de non-ingérence quand Macron prend position officiellement, quand Valérie Hayer prend position officiellement, et quand l'ambassade de France explique que c'est à elle, à la France, donc, de vérifier que les Roumains sont dotés d'un système démocratique. Et puis le message de Pavel Durov, alors bon, le patron de Telegram, qui explique qu'il a été contacté par Richard Lerner, le patron de la DGSE, et donc des services, pour justement faire en sorte que les comptes, on va dire, nationalistes ne soient pas relayés par Telegram. Alors, Pavel Durov, on peut dire, c'est peut-être sa petite vengeance par rapport à son arrestation. Vous savez qu'il a été arrêté à Paris, retenu, etc. Justement par décision d'Emmanuel Macron. Donc là, voilà. Mais en tout cas, là, il y a quand même un faisceau d'indices qui montrent. Et vous citiez Valérie Hayer, c'est absolument effrayant de voir que ça se fait comme ça, ouvertement. Mais même Emmanuel Macron avait soutenu la candidate qui était arrivée en deuxième après Caline Georgescu en novembre, ouvertement en faisant des vidéos où il appelait les Roumains à se rassembler derrière la candidature d'Elena Lasconi. Voilà. Pavel Durov a été démenti par l'Élysée, qui a expliqué qu'évidemment jamais l'Élysée ne se permettrait d'avoir une quelconque manœuvre antidémocratique avec qui que ce soit. Et Pavel Durov est carrément allé jusqu'à expliquer c'est bizarre parce qu'en fait ça s'est passé dans tel hôtel avec telle personne. Oui. Non, mais puis c'est le patron des services c'est le patron de la DGSE. Le patron de la DGSE a rencontré Pavel Durov à l'hôtel Meurice, si je ne m'abuse. C'est ça, ou Crillon, je crois. Et donc pour un bel hôtel, la France dépense intelligemment ses deniers. Non, mais il cite la date et tout, tout est dedans. Donc voilà. Et comme lors de ma requête, le service diplomatie.gouv fait un communiqué, un communiqué très général, ne revenant pas exactement sur cette rencontre. Et donc voilà, c'est assez lunaire. Pierre-Alexandre Bouclé, donc vous qui avez suivi Georges Simeone, notamment durant ces derniers jours précédant les élections, vous avez noté donc son animosité vis-à-vis de Macron, alors toujours avec beaucoup de classe puisqu'il le distingue malgré tout, Emmanuel Macron, des Français. Il dit d'ailleurs qu'il aime bien la France et les Français, mais en revanche, aujourd'hui, il a choisi d'épingler Emmanuel Macron. Pour l'instant, on comprend qu'il accuse un peu le coup de sa défaite. Est-ce que vous pensez que dans les jours et les semaines qui viennent, il va rentrer en guerre ouverte, encore plus qu'à pendant les élections avec Emmanuel Macron? Est-ce qu'il va être tenté peut-être de pointer du doigt la responsabilité de la France dans sa défaite? Je pense que oui. Alors, figurez-vous qu'on a échangé ce matin. Parce que précisément, il y a peut-être une question à faire là. Quand on suppose des ingérences russes, on annule un premier tour. On a quand même des ingérences européennes, voire françaises. Donc peut-être est-ce que ça pourrait faire annuler un second tour. Donc je ne sais pas s'il ira au bout d'un tel processus. Il se pose la question en tout cas. C'est une vraie question en tout cas, oui. Donc je ne peux pas me prononcer pour lui, mais en tout cas, on a des vrais éléments sérieux, solides, qui montrent que quand même il y a eu des problèmes d'ingérence. Il y a peut-être eu aussi des problèmes de fraude avec ces personnes décédées qui figuraient sur les listes électorales et qui sont quand même nombreuses. Je crois qu'il y avait plus d'1 million de gens qui étaient morts encore sur les listes électorales. Il y en a à peu près autant que d'Algériens morts toujours inscrits à la CAF en fait. Oui, c'est ça, voilà. Mais... Et donc, j'en avais parlé avec Georges Simeone, qui me disait que la Roumanie avait quand même une longue tradition de corruption électorale. C'est lui qui le dit. Et qu'il s'attendait à tout, effectivement. Et surtout, parce qu'on raconte là, avec cette rencontre du chef des services secrets français, de renseignement français, à l'hôtel Crillon, dans un salon, avec le patron de Telegram, ça ressemble à un roman de John le Carré. C'est quand même invraisemblable, ce genre de manœuvre.
Et oui, il y a quand même des chances que Simeon n'accepte pas cette défaite. Il y a Zelensky aussi qui avait l'air soulagé de cette victoire du candidat Dan en Roumanie, Régis Le Sommier. C'est normal, ça. Pardon. Ou non, allez-y, Pierre-Alexandre. C'est parce que la Roumanie est un sas, en gros, de transport d'armes de l'Occident vers l'Ukraine. Donc ça se comprend qu'il soit soulagé. Il y avait donc ces gros enjeux géopolitiques. Derrière cette élection, on parle beaucoup des Roumains, du choix des Roumains, mais il y avait un enjeu qui dépassait la Roumanie, il faut le dire malgré tout. Ouais, il y avait un enjeu au niveau du choix de la paix en Ukraine, du choix de la négociation, oui, mais Georges Simeon n'avait absolument pas l'intention, à la différence de Calin Georgescu, de remettre en cause l'appartenance de la Roumanie à l'Union européenne, et ni même à l'OTAN. Donc de ce point de vue-là, c'était quand même une version... si Simeon était passé, Simeon aurait représenté une version light de Calin Georgescu, donc il n'y avait pas trop de risques. Parce qu'on continue à présenter son opposant comme le candidat pro-européen face à un candidat, donc Simeon, qui n'était pas spécialement anti-européen. Non, mais c'est intéressant de voir qu'avec la Pologne, c'est la même chose. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une dénomination qui est le candidat pro-européen, le candidat anti-européen. Alors même quand on a un candidat qui n'est pas anti-européen avec Simeon. Et comment Nikou Jordan n'est pas non plus un candidat, on va dire, strictement du système non plus, puisque le système, il a été laminé pendant ces élections, au premier tour en novembre, quand s'est déroulé, le candidat officiel du Parti libéral, l'émanation, on va dire, de l'ancien régime, c'est complètement ratatiné, n'a pas été qualifié. Donc là, il y a eu vraiment un vent de dégagisme, et le maire de Bucarest, même s'il n'a pas fait grand-chose pour améliorer sa ville, il faut le reconnaître, et maintenant on va voir ce qu'il va faire pour améliorer la Roumanie, l'état de la Roumanie, mais enfin, les deux représentent des candidats, on va dire, alternatifs. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que cette concordance avec la Pologne, où on dit le candidat, pareil pour la Pologne, le candidat pro-Europe est arrivé en tête. Donc aujourd'hui, c'est plus droite-gauche, c'est pro-Europe ou anti-Europe. Donc ça prouve quand même qu'il y a d'abord un mouvement de fond de contestation, au niveau européen, et il y a des choses quand même qui sont en train de bouger. C'est sûr que l'influence de Mélanie, elle n'est pas nulle, notamment au niveau de Georges Simeon et de quelques autres. C'est quand même, on sent qu'il y a une poussée, c'est-à-dire pas une volonté de rompre radicalement, comme le prônait Calin Georgescu avec l'Union européenne, mais plus avec Ursula von der Leyen. On va dire le système von der Leyen est de plus en plus assiégé. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en effet, plus il est assiégé, plus il a des tentations autoritaires et on va dire d'ingérer. Et là, on est dans des choses qui ont été clairement avouées. Souvenez-vous, les déclarations de Thierry Breton sur RMC il y a quelques temps à propos de ce qui avait été fait en Roumanie et ce qui sera peut-être fait avec l'AfD. Avec l'AfD aussi, on a vu des choses intéressantes. C'est toujours pas réglé. Vous savez, l'AfD actuellement est dans un processus judiciaire. Ça va être le tribunal de Cologne qui décidera si l'AfD est un parti d'extrême droite, un parti extrémiste, et si donc il ne peut continuer ou non à se présenter aux élections. Donc tout ça, on a vu qu'il y a l'AfD, là où l'AfD inquiète, c'est vraiment que l'AfD connaît une progression absolument phénoménale en ce moment, notamment dans les Länder de l'Est, ce qui est son fief habituel, au point que moi je m'étais même dit, j'avais fait un tweet là-dessus, je me suis dit, mais en fait le système allemand est en train de faire regretter aux Allemands l'Allemagne de l'Est. C'est quand même absolument dingue. Et aujourd'hui, l'AfD est le premier parti en Allemagne. Donc le premier parti risque d'être disqualifié. On est quand même dans des choses, c'est pas simplement la petite Roumanie dans le coin dans laquelle on interfère. C'est qu'il y a un véritable mouvement de fond qui est en train de se faire contre cette Europe d'Ursula von der Leyen, incarnée par les gens comme Thierry Breton, Nathalie Loiseau, Valérie Hayé et compagnie. Et on sent qu'il y a une fébrilité au-delà des ingérences supposées qu'il faut encore démontrer. On sent qu'il y a quand même une fébrilité politique de ce camp par rapport à ce qui est en train de se passer. Moi, je dis, c'est vraiment le printemps des peuples auquel on est en train d'assister, avec des gens qui se réveillent, avec des candidats comme ça qui émergent, souvent de rien. Alors on peut dire, oui, ils sont manipulés, ils sont machin, etc. Mais en tout cas, il y a un vrai mouvement là. Pierre-Alexandre Bouclet, vous êtes d'accord avec cette analyse de Régis Le Sommier sur ce printemps des peuples ?
Oui, complètement. Et ça fait partie des échanges que j'ai eus justement avec Georges Simeone, où on lui disait que précisément son éventuelle élection, enfin que cette élection en tout cas dépassait largement la Roumanie. Et on voit là le Portugal, on voit les partis patriotes arriver, alors non pas en tête, mais commencer à monter de manière significative. Faire jeu égal avec le PS. Exactement, bah, c'est beaucoup, oui, c'est vrai. Et en fait, on a cette chance, effectivement, peut-être de voir monter une révolte, le printemps des peuples, c'est un peu ça, effectivement, et de les voir se mettre en place. Ça se passe sous nos yeux, tant mieux. C'est tard, mais comme dirait notre ami Vardon, c'est pas trop tard. Et voilà, je pense que ça commence vraiment. Et c'est aussi l'explication de cette réaction de l'Union européenne et du système un peu qui essaye de se défendre avec cette théorie de ce qu'ils appellent un peu la démocratie dirigée. Moi, j'ai souvent parlé avec des gens au Parlement européen ou à la Commission européenne. Ce sont des gens qui n'aiment pas le peuple, qui ne croient pas au peuple. Ils pensent simplement qu'ils sont des dirigeants, c'est saint-simonien, quoi. C'est-à-dire ils pensent qu'ils ont la vérité et le bien pour le peuple et que le peuple est un abruti, une espèce d'entité qui n'est pas capable de savoir ce qui est bon pour lui. Et donc voilà, donc on a vraiment cette réaction, mais il faut s'en féliciter, oui, c'est une bonne chose. Et alors on a cette opportunité surtout qui se met en place, qui est un vieux rêve, qui va à l'encontre de ce que nous disent certains souverainistes, c'est-à-dire il faut sortir de l'Europe, il faut sortir de l'Europe, il faut sortir de l'Europe. Là, on a cette chance inouïe, peut-être à courte échéance ou à moyenne échéance, de prendre le contrôle de l'Union européenne, ce qui est au fond ce qui pourrait nous arriver de mieux. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre le contrôle, on pourrait pirater l'avion et prendre le contrôle de ce système. Et c'est formidable, c'est une très très belle opportunité et c'est même un motif d'espoir, je crois. Il y a beaucoup de gens pour le moment qui font le parallèle avec la France, qui s'inquiètent et qui disent mais voyez ce qui s'est passé en Roumanie et imaginez ce que ça annonce pour nous, nos présidentielles en 2027. Oui, clairement, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas que Simeone en Roumanie qui dit ces choses-là. Moi, je me souviens quand je m'y suis rendu il y a un mois, j'ai eu une discussion avec Anna Maria Gavrila, qui a aussi été candidate et qui représente la branche jeune, on va dire, du parti Aour, et qui est liée à Simeone, et qui me disait que, clairement, pour elle, la Roumanie avait représenté une sorte de galop d'essai. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en France avec Marine Le Pen, même si on peut dire que le timing judiciaire des affaires de Marine Le Pen n'est pas directement lié. Personne n'a imposé ce calendrier. Il est arrivé là et la décision, elle a été... Voilà. Mais en tout état de cause, ce qui a été testé, que la Roumanie a servi de test pour savoir si on pouvait aller jusqu'à comment annuler une élection. C'est là où vraiment il y a eu quelque chose. D'ailleurs, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a encore des recours en Roumanie pour que le deuxième tour de l'élection de novembre ait lieu. On n'est pas tous les recours n'ont pas été annulés. D'ailleurs, il y avait un parlement régional qui avait décidé de saisir une cour pour contester la décision de la Cour constitutionnelle. Donc il y a encore des choses comme ça. Alors je ne sais pas, parce que justement le problème, ça a été souligné par Richard tout à l'heure, le problème c'est que le dossier est vide. Les raisons qui ont conduit à l'annulation de l'élection, en fait, ces pseudo-ingérences russes à travers des comptes qui auraient manipulé l'algorithme de TikTok. En fait, quand on regarde les choses, j'ai discuté avec des journalistes roumains qui m'expliquaient qu'en fait, c'est un rapport. En fait, le rapport conduit par les Français, c'est quand même intéressant. C'est quand même aussi les Français qui font le rapport sur les ingérences. C'est un rapport qui s'appelle Viginum. C'est même aberrant. Donc, c'est des Français qui ont fourni ce rapport, mais ce rapport est basé sur un autre rapport qui a été fait par les services roumains. Donc, en gros, par la Securitate encore en place. Et si vous voulez, ce rapport-là indique que oui, il y a des comptes anonymes qui ont, influencé, mais que Călin Georgescu
n'a rien à voir là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas lui. Qu'est-ce qu'il peut, s'il a des fans qui veulent anonymement sur les réseaux, et en fait le lien avec la Russie sur ses comptes, il est très très difficile à mettre en évidence, et que le seul parti à avoir en effet manipulé des choses sur TikTok en achetant des publicités, c'est le Parti libéral, et ça c'est Georges Simeone qui le dit. Donc en fait, le dossier... l'a dit, et les journalistes français maintenant l'affirment. Oui, non, mais ce qui est intéressant, moi j'ai été, comme je vous dis, j'ai un peu enquêté, j'ai appelé, etc. Mais j'ai eu l'impression d'être un peu seul j'étais très surpris de voir que le Parisien, comment Le Monde, n'ont pas finalement vraiment fait ces enquêtes-là, d'essayer de creuser à fond et de regarder ce qu'il y avait dans les divers rapports. De se demander pourquoi c'est un rapport français qui vient justement, et avec des divers voyages aussi. Début février, vous avez Benjamin Haddad qui vient en Roumanie, qui rencontre aussi des gens, voilà. Et puis cette fameuse réunion dont on n'arrive pas vraiment à savoir quand on demande à l'ambassade de Roumanie ce qui s'est passé dans cette réunion, ce qui s'est dit. Il y a un communiqué laconique qui explique qu'on a parlé de valeurs, de défense, de la démocratie, etc., etc. Mais ce qui s'est dit réellement entre l'ambassadeur Richard Vanieri et le chef de la Cour constitutionnelle roumaine, il est allé aussi voir, l'ambassadeur est aussi allé voir, et ça c'est Simeone qui le raconte, il est allé voir aussi l'équivalent de l'Arcom là-bas aussi, l'ambassadeur. Quand même étonnant tout ça. Voilà. Pierre-Alexandre Bouclé, quand Régis Le Sommier nous dit qu'effectivement on a des raisons de s'inquiéter pour nos futures élections, et que la Roumanie c'était finalement un galop d'essai pour voir ce qu'on pouvait faire, quelles élections on était capable d'annuler, jusqu'où un peuple était capable de se laisser faire. Est-ce que vous pensez que la comparaison entre la Roumanie et la France est vraiment pertinente? Est-ce que le peuple français serait suffisamment docile, selon vous, pour accepter un tel cas de figure? Souvenez-vous de 2005, c'est-à-dire qu'on a eu un référendum qui a été tranquillou ensuite annulé par le traité de Lisbonne. Donc c'est nous qui sommes en fait le paradigme, ce sont les Français. Et à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui était aux commandes. Et la voix du peuple a été tranquillement asphyxiée, passée par pertes et profits, par ces mêmes eurocrates, ces mêmes technos dont je vous parlais tout à l'heure, qui considèrent que la démocratie, c'est quand même vraiment embêtant, parce qu'il faut encore que ces gueux s'expriment, pour parler un peu comme Alexandre Jardin, et que c'est quand même bien gênant, et que s'ils s'expriment bien, tout va très bien, et puis s'ils s'expriment mal, tant pis, on va contourner. Donc en fait, oui, il y a de vraies menaces, et on en revient toujours à cette idée qu'ils sentent le danger, ils sentent qu'il y a péril en la demeure, et donc ils vont se défendre bec et ongle. Et là, ça nous ramène loin, ça nous ramène à quelqu'un comme Charles Maurras qui disait que la République gouverne mal mais se défend bien. Et on est vraiment là en plein dedans, quoi. Et c'est certain que quand on voit les trésors de diplomatie intelligente qui sont dépensés en Roumanie pour faire en sorte que les Roumains ne puissent pas s'exprimer, on regrette que cette diplomatie n'ait pas été plus efficace en Syrie, en Ukraine, en Afrique. Enfin, en Algérie, oui. Voilà, c'est d'une manière générale de dire la France met tous ses efforts sur les sujets qui ne l'intéressent pas, et en revanche, voilà, pour des trucs un peu plus excitants, comme libérer Boualem Sansal, éviter d'avoir des terroristes en France, virer 10 000 meurtriers et assassins. Bon, voilà, on partage tous ce constat, c'est merveilleux, tout va mal. Et on pourrait peut-être réentendre Georges Simeone en train de nous expliquer qu'il accepte la défaite, mais qu'il poursuit le combat. It has been a privilege for me to be your friend and a leader in this fight. I will fight together with you in all the battles we have ahead of us. This war is just starting. And I will be there, shoulder by shoulder, with every one of you. I'm proud of you. Thank you. On a un vocabulaire martial, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a ce côté très encourageant. C'est ce que disait Régis. Derrière la défaite, il y a quand même un petit goût de victoire, dans le sens où on sent un basculement en Europe. Ouais, il y a un truc surtout avec Georges Simeone, c'est qu'il s'est retrouvé un peu malgré lui à la tête de ce combat. Oui.
pour lequel il n'était pas forcément à la base désigné, même si le parti AOR a quand même connu son émergence et son succès à cause de la crise du Covid. C'est intéressant parce que la réception justement de la vaccination obligatoire, etc., en Roumanie a été très très mal perçue par la population à cause justement peut-être de souvenirs d'anciens régimes et des choses qu'on impose, etc. Et donc le parti AOR a connu justement son émergence à partir des années 2020, pardon, et ensuite est devenue une formation assez conséquente, mais une formation qui restait dans le cadre, on va dire, du jeu classique. Et là, Georges Simeone, brutalement, se retrouve finalement à incarner une sorte de substitut à Călin Georgescu, qui est le personnage, et le même Călin Georgescu étant pour moi une créature à la base qui a été formatée par Soros, qui a été formatée par l'USAID dans sa jeunesse, écologiste, qui a reçu des fonds, qui a travaillé avec l'Open Society de George Soros. On l'a complètement gommé pour dire non, c'est un candidat d'extrême droite et pro-russe. En réalité, pas du tout. C'est un peu une créature qui leur a échappé et qui s'est aperçu d'un certain nombre de choses et qui est revenu vers des valeurs purement roumaines. Et c'est comme ça qu'il a fait son succès. Et la Roumanie reste un pays très religieux, très patriote, et donc avec un poids du passé énorme encore, mais donc Georges Simeone, ça a déclenché quelque chose chez lui, je pense. On le voit bien dans ses propos, on le voit bien dans son attitude. Il a été... Et puis Georgescu est resté quand même, on va dire, avec lui. Ils ont été votés ensemble aux 2 tours. Enfin, ça reste... Voilà, quoi. Donc on sent qu'il y a quelque chose de solide. Voilà. On finit sur ces mots et ce message positif, Régis Le Sommier. Merci d'avoir été avec nous pour cette nouvelle édition. On vous retrouve lundi prochain. Et Pierre-Alexandre Bouclé, merci aussi d'avoir suivi ce dossier roumain pour la radio. On était ravis d'en discuter avec vous ce matin. Et puis les auditeurs étaient ravis de vous entendre, j'en suis certaine. Merci à tous les deux et à très bientôt.